Bonjour, bonjour à tous. Nous concluons la première semaine des 100 jours avec notre briefing matinal. Comment tout le monde se sent? Vous aimez les briefings du matin? Très bien, nous aussi. C'est pour cela que nous les faisons. Ravi de vous voir tous. J'ai amené un ami aujourd'hui qui sera heureux de répondre à vos questions. Mais d'abord, quelques remarques. À 11 heures, le président Trump participera à un événement pour la Journée nationale de prière, au cours duquel il invitera les Américains de toute confession à se joindre à lui pour demander les bénédictions continues de Dieu sur notre grand pays. Lors de cet événement, le président signera un décret exécutif établissant une commission pour la liberté religieuse. Plus tard dans la journée, le président Trump se rendra à l'Université de l'Alabama pour prononcer un discours devant la promotion 2025. Hier soir, nous avons encore vu pourquoi le président Trump est notre négociateur en chef. Nous avons obtenu un accord historique pour créer le Fonds d'investissement des États-Unis pour la reconstruction de l'Ukraine. Il s'agit d'un partenariat économique unique en son genre, axé sur la reconstruction et le succès économique à long terme de l'Ukraine, dont les États-Unis tireront de grands bénéfices. Ce partenariat représente l'engagement économique des États-Unis à garantir un avenir libre, pacifique et souverain pour l'Ukraine. Il prévoit la création d'un fonds qui recevra 50% des redevances, droits de licence et autres paiements issus des projets liés aux ressources naturelles en Ukraine. Le président Trump a été clair dès le début. Il veut que les massacres dans cette guerre brutale cessent. Cet accord montre à quel point il est déterminé à garantir une paix véritable et durable. Pour marquer les 100 premiers jours du mandat du président Trump, nous avons présenté toute la semaine les efforts qu'il a déployés pour tenir les promesses faites au peuple américain. Hier, il a une fois de plus démontré pourquoi il est le président le plus transparent et accessible de l'histoire américaine en tenant sa 4e réunion de cabinet ouverte à la presse. Chaque secrétaire a exposé comment son ministère améliore la vie des familles et des entreprises américaines. Puis, le président a permis aux journalistes de poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. L'une des raisons principales pour lesquelles le président Trump a obtenu près de 80 millions de voix, remporté les 7 États clés et reçu un mandat clair du peuple américain, c'est le contraste qu'il a établi pendant sa campagne et qu'il continue d'incarner aujourd'hui. Tout le programme du président Trump repose sur une chose, le bon sens. Alors que le Parti démocrate a sombré dans la folie, le président Trump s'engage à restaurer le bon sens aux États-Unis d'Amérique. En un peu plus de 3 mois, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a reconnu que l'Amérique est une nation souveraine qui ne peut survivre sans protéger ses frontières. Il a donc sécurisé la frontière à un rythme record, mettant fin à l'invasion massive de millions de migrants illégaux. Le président sait que sa première responsabilité est de garantir la sécurité du peuple américain. C'est pourquoi il agit pour stopper les envahisseurs étrangers et violents qui menacent notre pays. Il est inacceptable pour lui de tolérer le gaspillage, la fraude et les abus des impôts des citoyens américains. C'est pourquoi il a soutenu un effort historique du Department of Justice qui a déjà permis d'économiser près de 200 milliards de dollars. Le président Trump sait que les États-Unis bénéficient d'une abondance de ressources naturelles comme les combustibles fossiles. Il a donc mis fin à la guerre insensée menée par Joe Biden contre l'énergie américaine, restauré notre domination énergétique et réduit les coûts tout en renforçant notre sécurité nationale. Il pense que les Américains doivent pouvoir choisir leur propre véhicule. Il a mis fin au mandat de Biden sur les voitures électriques et défend la liberté de choix pour les consommateurs. Le président Trump a aussi défendu l'égalité devant la loi, telle que promise par la Constitution, mettant fin aux préférences DEI, diversité, équité, inclusion, radicale dans les contrats fédéraux, et ordonnant aux agences de combattre activement la discrimination dans le secteur privé. Le DEI divise les Américains en les opposant selon leurs caractéristiques immuables. Le président Trump y a mis un terme. Dans l'Amérique du président Trump, la dignité, le travail acharné et l'excellence déterminent la réussite. Défenseur de la liberté d'expression, il a mis fin à la censure menée par l'administration Biden et au piétinement des droits constitutionnels sur les plateformes en ligne. Il estime que les étudiants ont le droit de s'exprimer librement et d'aller à l'école en toute sécurité. Encore une fois, du bon sens. C'est pourquoi il a agi pour protéger les étudiants juifs du harcèlement exercé par des militants pro-Hamas sur les campus.
Le président Trump considère les enfants américains comme notre avenir et il ne cessera jamais de se battre pour eux. C'est pourquoi il a mis fin à l'endoctrinement radical anti-américain dans les écoles en supprimant le soutien aux idéologies de genre extrême et à l'idéologie de l'équité. Il a aussi protégé les droits fondamentaux des parents. Enfin, le président croit en la biologie de base, n'est-ce pas remarquable? Il a donc fait de la reconnaissance de deux sexes, masculin et féminin, la politique officielle du gouvernement. Reconnaissant que les hommes et les femmes sont biologiquement différents, il a mis fin à la pratique injuste qui obligeait les femmes à concourir contre des hommes dans le sport et à partager leurs espaces paternels privés. Les étudiants doivent être admis dans les universités sans distinction de couleur. Mais nous avons démontré par des preuves claires que notre système universitaire, y compris nos écoles de médecine, et peut-être particulièrement celles-ci, pratique une discrimination fondée sur la race, met en œuvre des aides et des cosisat des quotas raciaux, ainsi que d'autres dispositifs contournant la décision de la Cour suprême et enfreint, encore une fois, le texte clair de la loi fédérale. Les universités sont donc prévenues et subissent donc déjà les conséquences financières de leur non-respect de cette loi. L'exemple le plus évident est bien sûr celui de Harvard qui commet des violations répétées, systémiques et soutenues de la loi fédérale sur les droits civiques. Un autre sujet central est le titre 9, relatif à la discrimination fondée sur le sexe. Cette administration a mis fin à la politique de l'administration Biden et du Parti démocrate qui permettait aux hommes de participer au sport féminin et d'accéder aux espaces réservés aux femmes. Sous la direction du président Trump, nous utilisons tous les outils juridiques et financiers à notre disposition pour faire comprendre que les écoles et universités perdront leurs fonds fédéraux, comme ce fut le cas dans le Maine, si elles permettent aux hommes d'envahir les sports et les espaces réservés aux femmes. Cette politique s'applique à l'ensemble du système, de la maternelle à la terminale. Le ministère de la Justice coordonne également ses efforts avec les forces de l'ordre locales et nationales pour lutter contre la maltraitance des enfants dans nos établissements séculiers scolaires. Changer le sexe d'un enfant constitue une maltraitance, surtout si cela est fait sans en informer les parents. Autrement dit, si un enfant de 5, 6 ou 7 ans va à l'école et qu'un enseignant tente de transformer un garçon en fille ou une fille en garçon, il s'agit de maltraitance infantile. Cette administration traite cela comme tel et comme une violation flagrante des droits parentaux. Cela inclut aussi un message clair aux hôpitaux, ils ne peuvent pas utiliser l'argent des contribuables pour pratiquer des castrations chimiques ou des mutilations sexuelles sur des enfants. Ces traitements, y compris les médicaments et interventions de stérilisation, sont barbares. Ils violent toute éthique médicale, sont injustifiés et causent des préjudices irréversibles aux enfants. C'est de la torture, de la maltraitance et une faute médicale. Ainsi, le ministère de la Santé et des Services sociaux, dirigé par Bobby Kennedy, avec le ministère de la Justice et d'autres agences, fait comprendre clairement à tous les prestataires de soins qu'ils ne peuvent pas utiliser des fonds publics pour de telles procédures sur des enfants américains. Le HHS a systématiquement supprimé toutes les fausses données scientifiques produites sous l'administration Biden, données qui promouvaient les changements de sexe et la stérilisation des enfants. Ces données ont été nettoyées, effacées. De nouvelles directives sont émises aux médecins et hôpitaux leur interdisant ces interventions irréversibles sur des enfants. Nous avons aussi clarifié notre politique carcérale. Les prisonniers de sexe masculin ne seront pas autorisés dans les prisons pour femmes. L'administration Biden a encouragé des abus en permettant cela. C'est insensé, cruel et inacceptable. Même si le Parti démocrate, Hakeem Jeffries et certains médias continuent de militer pour cette pratique, cette administration ne l'autorisera pas. De même, nous n'autoriserons pas les hommes, dans notre système scolaire, à accéder aux espaces privés et sanitaires des femmes. Nous avons vu de nombreux cas de jeunes filles agressées sexuellement car des districts scolaires ont autorisé des hommes dans ces espaces. Le président Trump est à l'avant-garde de la protection des femmes et des filles. Cela est particulièrement évident dans notre lutte contre l'idéologie radicale du genre. L'administration combat également la théorie critique de la race dans nos écoles. Nous apprendrons aux enfants à aimer l'Amérique, à être patriotes, à apprendre les valeurs civiques dans les écoles qui reçoivent des financements publics. Alors que nous supprimons le ministère de l'Éducation et transférons les fonds aux États, nous veillons à ce que ces ressources ne soient pas utilisées pour promouvoir l'idéologie communiste. Une nation ne peut pas réussir si elle apprend à ses enfants à se détester eux-mêmes et à haïr leur pays. Voici quelques-uns des domaines où le président Trump s'est opposé à la culture communiste cancéreuse qui détruisait ce pays.
On nous a fait croire que les hommes étaient des femmes, que les femmes étaient des hommes, que la discrimination raciale était positive, que le mérite était nuisible et que la sécurité comptait moins que les sentiments d'idéologues extrémistes. Le président a également agi pour que le ministère de la Justice retrouve sa mission première, protéger la sécurité publique et emprisonner les criminels violents. Il s'agit de mettre fin à l'usage du ministère de la Justice comme arme contre les conservateurs, les chrétiens et les croyants. La précédente administration a utilisé de façon honteuse et cruelle les pouvoirs du ministère de la Justice pour s'en prendre à des Américains respectueux des lois, en particulier les partisans de Trump. Cette persécution est terminée. Le ministère de la Justice et le FBI sont désormais pleinement engagés dans leur mission, traquer les criminels, les gangs et assurer la sécurité du peuple américain. Permettez-moi de conclure avant de répondre à vos questions en soulignant l'ampleur du travail accompli au cours de ces 100 premiers jours. Allons évaluer chacun de ces accords et le président Trump s'engage personnellement à garantir que ces négociations ne servent qu'à un seul intérêt, celui des États-Unis d'Amérique. Nous finirons par parvenir à un accord dans les cas où, oui, les autres pays auront évidemment leurs propres exigences et leurs propres intérêts. Mais rien ne sera mis en œuvre qui ne serve les intérêts de l'Amérique et du peuple américain. Merci. Stephen, ce matin, GM a communiqué une estimation en dollars de l'impact des tarifs douaniers décidés par le président sur l'entreprise. La PDG affirme que les tarifs coûteront entre 4 et 5 milliards de dollars à GM cette année. Le PDG de Ford déclare qu'il ne peut pas s'engager à ne pas augmenter les prix à cause des tarifs. L'administration est-elle prête à faire davantage pour soutenir les constructeurs automobiles? Malheureusement, cette question passe à côté de l'essentiel. Les constructeurs automobiles américains ont annoncé des investissements et des expansions considérables aux États-Unis. Les usines automobiles américaines sont en pleine croissance, elles se développent, ouvrent de nouvelles installations et agrandissent celles déjà existantes. Car pour la première fois de notre vie, les voitures américaines sont favorisées sur le marché américain. L'industrie automobile américaine dominait autrefois le monde. Je crois qu'à son apogée, environ 70% des voitures mondiales étaient fabriquées dans le Michigan. Aujourd'hui, nous ne représentons plus qu'une infime partie du marché mondial. Cela s'explique par le fait que les États-Unis ont ouvert leur marché à tous les tricheurs étrangers et aux pays qui subventionnent leurs produits alors que leur propre marché restait fermé aux nôtres. Le Japon, l'Union européenne, la Corée du Sud, tous ont fermé leur marché à nos voitures. Ces pays ont des déficits commerciaux annuels de plusieurs dizaines de milliards de dollars avec les États-Unis dans le secteur automobile. Ce sont des nations dites équitables avec un PIB par habitant comparable. Il est donc impossible, dans un cadre de commerce équitable, que deux pays ayant un PIB similaire aient des flux commerciaux aussi déséquilibrés dans l'automobile. Ce que le président a fait avec les droits de douane sur les voitures, c'est conditionner l'accès au marché le plus attractif au monde. Si vous voulez vendre des voitures ici sans droits de douane, sans taxes, alors vous devez fabriquer aux États-Unis. L'autre option, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'industrie automobile américaine, et c'est vers cela que nous nous dirigions. Si nous avions poursuivi sur cette voie, d'ici quelques années, cette industrie aurait totalement disparu, ou ce qu'il en restait aurait été délocalisé au Mexique. Les constructeurs automobiles américains transféraient déjà leur chaîne d'approvisionnement vers le Mexique, pensant que c'était moins coûteux. En réalité, produire ici reviendra moins cher, il n'y aura pas de droits de douane, l'énergie sera la moins chère et l'environnement réglementaire sera le meilleur au monde. Mais en attendant, alors que la production industrielle s'accélère, les consommateurs américains risquent-ils de payer plus cher? Non, pas pour les voitures. Il existe désormais une incitation économique majeure pour les constructeurs à augmenter leur production aux États-Unis. Tout ce qui sera produit ici ne sera pas soumis à des droits de douane. Poursuivons. Merci Caroline. Aujourd'hui, la Chambre de commerce des États-Unis a adressé une lettre à l'administration Trump demandant un allègement tarifaire pour les petites entreprises. Selon elle, cela est nécessaire pour les sauver et éviter une récession. Stephen, l'administration envisage-t-elle un tel allègement? L'allègement pour les petites entreprises prendra la forme de la plus grande réduction d'impôts de l'histoire américaine. Une réduction d'impôts, soit dit en passant, à laquelle tous les démocrates comptent s'opposer, ils prévoient de voter une hausse d'impôts. Chaque famille de la classe moyenne gagnera environ 4 000 $. Le président a clairement indiqué que les investissements réalisés aux États-Unis seraient totalement déductibles.
Les entreprises qui investissent ici pourront déduire 100% de ces coûts de leurs impôts. Ce sera la réforme fiscale la plus favorable que vu trois doutes aux petites entreprises de l'histoire des États-Unis. Et ce que vous devez comprendre, c'est que si elles relocalisent de leur chaîne d'approvisionnement, elles ne paieront aucun droit de douane, elles bénéficieront donc du taux d'imposition le plus bas et de l'absence de taxes douanières, car toute leur production se fera aux États-Unis. Donc, non à un allègement tarifaire immédiat pour les petites entreprises, mais oui à un allègement fiscal durable. Et encore une fois, les droits de douane ne concernent que les produits fabriqués hors des États-Unis. Merci. Concernant l'accord sur les minéraux rares signé hier soir, quand pourra-t-il être mis en œuvre? Quel est le calendrier? Et quel levier cela donne-t-il à l'Ukraine face à la Russie? Je pense que le plus important dans l'accord avec l'Ukraine, et j'espère vous apporter bientôt des précisions sur sa mise en œuvre, c'est que nous allons aller de l'avant à toute vitesse, pas seulement avec cet accord minier, mais avec tous ceux lancés par le président. Nous ouvrons des mines partout dans le pays, nous négocions aussi des accords énergétiques et miniers dans le monde entier. Depuis le décret du président sur la déréglementation du charbon, nous avons déjà constaté une augmentation spectaculaire de la production de charbon aux États-Unis. Nous profitons donc des milliers de milliards de dollars que représentent nos ressources en charbon et en minéraux. Eh bien, vos journaux n'ont pas parlé des Américains qui ont été violés, torturés et assassinés par les clandestins que Biden a fait entrer dans notre pays. Vous parlez de procédures régulières. L'administration Biden a pris la décision d'accorder une procédure régulière approfondie à 2 terroristes entraînés du Nicaragua qui ont été arrêtés à la frontière il y a seulement quelques années. Il y avait 2 hommes venus du Venezuela, ils faisaient partie d'une organisation entraînée. La patrouille frontalière de l'administration Biden les a appréhendés, puis a décidé de leur fournir une procédure régulière approfondie, de les placer dans un programme connu sous le nom de libération surveillée et de les équiper de bracelets électroniques afin qu'ils puissent suivre une longue procédure judiciaire visant à déterminer s'ils avaient eu le droit de vivre aux États-Unis pour le reste de leur vie. Quel a été le résultat de cette décision? Ces 2 hommes ont kidnappé une jeune fille nommée Jocelyn Nunguri. Ils l'ont battue, agressée sexuellement, torturée, déshabillée, assassinée, puis ont abandonné son corps. Voilà la politique de l'administration Biden. La plupart de vos journaux n'ont même pas couvert cette affaire lorsqu'elle s'est produite, et quand vous l'avez fait, c'est uniquement parce que le président Trump vous a forcés à en parler, en le dénonçant à maintes reprises. Il a dû vous faire honte pour que vous arrêtiez de la cacher. Et chacun d'entre vous qui défend ces terroristes du MS-13 encore et encore, dans la mesure où vous en avez les moyens, vous choisissez tous de vivre dans des maisons ou des appartements aussi éloignés que possible de ces membres de gang. Si je proposais à l'un d'entre vous une maison sans loyer ni impôt dans un quartier de gang, où vos voisins seraient des terroristes du MS-13, de la mafia mexicaine, du cartel de Sinaloa ou autre, même si je vous payais, vous n'accepteriez pas d'y vivre. Et pourtant, avec votre couverture médiatique, vous essayez de forcer des Américains innocents à avoir ces individus comme voisins, avec le risque qu'un jour leur fille soit enlevée, violée et assassinée. Donc non, vous n'obtiendrez pas une once de sympathie de cette administration ni du président Trump pour les terroristes qui envahissent nos foyers et notre pays. Merci Peter, nous allons répondre à quelques questions supplémentaires. Quelques-unes sur Doge, bien sûr, puisque c'est le sujet de votre venue. Mais j'aimerais vous poser une autre question sur les prix. Hier, nous avons entendu le président évoquer les prix et le risque de pénuries à court terme. Il faisait spécifiquement référence aux jouets. Que dites-vous aux Américains, Stephen, qui disent qu'ils ne peuvent pas se permettre, selon les mots du président, d'être patients? Les Américains qui ont voté pour le président Trump sur la promesse de faire baisser les prix dès le premier jour. Eh bien, il a effectivement fait baisser les prix dans presque tous les domaines dès le premier jour. Oui, les prix de l'épicerie ont augmenté de 4% le mois dernier, donc je veux dire, pas dans tous les domaines, pas uniquement pour les œufs. Mais l'inflation, comme vous le reconnaissez, est en nette baisse. Les prix de l'essence ont considérablement baissé. Le dernier rapport sur le PIB a montré une hausse record de 22% des investissements aux États-Unis. Tous les prix, même ceux des œufs, dont vous parlez depuis quelques jours, ont chuté d'environ 80%. La réalité, c'est que nous avons 2 choix. Soit nous capitulons économiquement face à la Chine, soit nous relocalisons notre base industrielle et répondons nous-mêmes à nos besoins essentiels. Et ce n'est pas seulement la Chine. En cas d'urgence nationale, c'est le premier devoir du président en tant que commandant en chef. Nous ne pouvons pas dépendre de pays étrangers pour l'acier, l'aluminium, l'énergie, la technologie ou tout autre composant essentiel à notre fonctionnement.
Le président Trump remplit ce devoir, un devoir que beaucoup de ses prédécesseurs n'ont pas rempli, voire ont trahi. Et malgré tout cela, comme je l'ai dit, l'inflation baisse, l'emploi augmente, notamment pour les travailleurs américains. Pour la première fois, les rapports montrent que le nombre de fonctionnaires diminue, ce qui gonflait artificiellement les chiffres de l'emploi auparavant. L'emploi des non-citoyens diminue, tandis que celui des citoyens américains explose. N'oubliez pas, tous les gains d'emploi sous l'administration Biden concernaient surtout les travailleurs étrangers. Si vous regardez le nombre de travailleurs américains sur l'ensemble de la période, ils ont perdu des emplois. Donc si vous êtes un travailleur américain, vous avez vécu 4 années de dépression Biden, c'est cette réalité économique que le président Trump est en train de sauver. Et encore une fois, si vous fabriquez votre produit en Amérique, il n'y a pas de droit de douane. Point d'eau. Avec les progrès de la fabrication, de l'intelligence artificielle et de la robotique, il devient de moins en moins coûteux de produire aux États-Unis. Mais pour être clair, vous avez dit que les prix ont baissé dans tous les domaines. Or, le président lui-même a reconnu que pour les jouets, les prix pourraient légèrement augmenter. Il faisait référence à des poupées, il soulignait, je crois, ce que pensent beaucoup de consommateurs américains. S'ils avaient le choix entre une poupée fabriquée en Chine, peut-être peinte avec du plomb, et une poupée fabriquée en Amérique, mieux conçue, plus sûre, leur choix serait vite fait. Mais voici le point clé avec les réductions d'impôts, les réductions de réglementation, la baisse des prix de l'énergie et tout ce que le président Trump fait pour déclencher cette ère de prospérité américaine et empêcher la route sur laquelle nous étions de sortir de cette route de ruine financière et de malheur. Cela signifie qu'il sera moins cher que jamais de fabriquer un produit en Amérique. Je pense que cela répond à votre question. Nous venons de vous poser 2 questions. Hier soir, Kamala Harris a prononcé son premier grand discours après avoir perdu les élections. Elle a attaqué Trump personnellement, elle a attaqué ses politiques. Un commentaire de la Maison-Blanche à ce sujet? Eh bien, je pense que c'était un excellent rappel pour le peuple américain de la chance que nous avons tous que le dirigeant assis dans le bureau ovale aujourd'hui soit le président Donald Trump et non la présidente Kamala Harris. C'était un rappel utile de la parodie et de la tragédie que cela aurait été la fin de l'Amérique, et cela me donne en quelque sorte l'occasion de ramener tout cela à la maison. Si nous continuons sur cette voie de régulation radicale, en étouffant l'énergie américaine, en envoyant nos chaînes d'approvisionnement vers des pays étrangers, en taxant notre économie à mort, en imposant cette idéologie cancéreuse de l'éveil à nos enfants, en mettant fin au mérite, en mettant fin à l'innovation scientifique, en mettant fin à la sécurité publique, en permettant que tout le monde aille dans les magasins ces jours-ci où tout est verrouillé, pendant que les criminels errent librement, les citoyens respectueux des lois sous l'administration précédente étaient punis tandis que les membres de gangs bénéficiaient d'un traitement de faveur. Les démocrates continuent bien sûr d'offrir aux membres de gangs un traitement de faveur. Et puis l'invasion des frontières. Si ces politiques n'avaient continué, cela aurait été la fin de la République américaine. Et la seule chose que les Américains veulent entendre de la part de Kamala Harris, ce sont des excuses pour avoir rejoint Joe Biden. N'oubliez pas qu'elle était aux frontières et qu'elle se joint à Joe Biden pour aider et encourager l'invasion de notre pays. Et nous n'arrêterons jamais d'en parler parce que ce qu'ils ont fait à ce pays est impardonnable. C'est une tâche éternelle sur le Parti démocrate. Chaque jour, nous lisons une nouvelle histoire. Chaque jour, nous arrêtons un autre étranger qu'ils laissent entrer dans ce pays, qui a violé un enfant, qui a battu une femme à mort, qui a assassiné une mère, qui a assassiné un père, qui a fait entrer de la drogue dans ce pays, qui a fait entrer du fentanyl dans ce pays, qui est responsable de la mort et du massacre d'Américains. Et je ne sais pas ce qui ne va pas dans la presse de Washington pour que rien de tout cela ne les touche émotionnellement. La seule chose qui les motive est de savoir si nous devons organiser de nos davantage de procès pour les partisans du terrorisme. Nous devons organiser davantage de procès pour les membres de gangs. Nous devons organiser davantage de procès pour les envahisseurs étrangers illégaux. Même si le Congrès et la Constitution disent clairement que vous pouvez expulser les envahisseurs et les étrangers illégaux rapidement, efficacement et correctement. Ce président a littéralement sauvé l'Amérique. Et je ne pourrais pas être plus fière. Je ne pourrais pas être plus fière car je sais que Caroline ressent la même chose. De venir chaque jour dans ce bâtiment où nous avons un leader assis dans ce bureau dont la première, la dernière et chaque pensée est la sécurité, la prospérité, la sûreté et la souveraineté des citoyens. C'est un mot important, chers citoyens de cette République. Merci à tous. Merci. Merci pour votre temps. Merci à tous. Et juste pour revenir sur le point de Kamala Harris, je pense que je parle au nom de tout le monde à la Maison-Blanche, nous.
Encourageons Kamala Harris à continuer de sortir et de prendre la parole, à faire des conférences. Vous entendrez le président à 11 heures. À plus tard les gars.